L'homme assis au siège 43A de l'avion est décédé juste au-dessus de l'Atlantique. Étant assise à l'avant, je n'ai pas vu grand-chose. En revanche, j'ai pu entendre des bruits de râles et de cris étouffés, d'abord bruyants, puis s'épuisant petit à petit. Une hôtesse réclama un médecin à bord pour les aider. Je suppose qu'il n'y en avait aucun sur ce vol. Quelques minutes plus tard, les bruits de l'homme s'étaient transformés en faibles gargouillements. Et puis, le silence. C'était fini. Il s'appelait Molineux. Il n'était pas si vieux que ça, alors sa mort était probablement due à une crise cardiaque, un anévrisme, une overdose ou la volonté divine, d'après les différents rapports de l'incident. Une hôtesse a installé le mort sur son siège côté fenêtre et a attaché sa ceinture, avant de couvrir son visage avec une petite couverture de l'entreprise. Le pilote alluma l'intercom et annonça aux passagers que l'avion ferait demi-tour vers New York à cause d'un incident médical tragique avec l'un de nos passagers. Mesdames et messieurs, nous recherchons un volontaire pour s'asseoir à côté de la personne décédée pendant le voyage vers notre aéroport de départ. Ce vol est complet et le voisin actuel se sent mal à l'aise. Le siège est côté couloir et ce ne serait que pour quelques heures le temps d'atterrir. Je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis portée volontaire. Probablement à cause de la fatigue, une vague d'altruisme ou tout simplement de la curiosité morbide. Mes vacances étant de toute façon gâchées, autant prendre le siège le plus intéressant du vol. L'hôtesse, ainsi qu'un ado sensible qui a pris mon siège, m'ont généreusement remercié. J'ai récupéré mon sac à main avant de partir tout au fond de l'avion. La seule expérience que j'avais avec un cadavre venait de l'enterrement à cercueil ouvert de ma grand-mère quand j'étais gamine. L'idée de la mort ne m'a jamais vraiment dérangée. Après tout, c'est naturel. Malgré tout, j'ai commencé à regretter mon choix à la seconde où j'ai vu mon voisin de siège. Monsieur Molineux était assis droit comme un piquet entre moi et la fenêtre, attaché à la taille, avec une couverture molletonnée recouvrant la partie supérieure de son corps. Celle-ci ne couvrait pas ses mains, posées sur ses cuisses, probablement installées ainsi par l'hôtesse. Molineux avait des doigts pâles et recroquevillés comme des griffes, signe de sa mort lente et douloureuse. Je n'osais pas imaginer le visage caché derrière ce voile. Bien que voulant demander une deuxième couverture, le personnel était beaucoup trop occupé à apaiser les autres passagers et se préparer pour le voyage retour. J'ai donc décidé de penser à autre chose en m'endormant petit à petit. J'ai été réveillée par les mouvements de turbulence. Les lumières de la cabine étaient éteintes et la plupart des passagers étaient endormis. J'ai regardé par la fenêtre, tout en évitant Molineux, et ne vis que le sombre néant de la nuit. Je m'imaginais l'océan à des kilomètres plus bas, noir et glacé. Mal à l'aise face à cette idée, j'ai tendu mon bras devant Molineux pour fermer le volet du hublot. Je me suis brusquement arrêtée. Le volet n'était-il pas déjà baissé quand je me suis assise ? Il y avait quelque chose de bizarre. Pendant que je dormais, Molineux avait bougé. J'ai pris quelques secondes pour m'en rendre compte. Ses mains recroquevillées étaient toujours sur ses genoux avec la ceinture attachée et la couverture couvrant le haut de son corps. Mais le tissu était plié, comme s'il avait tourné la tête. Je savais que c'était complètement fou, mais je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai, très lentement, soulevé le voile. J'ai d'abord vu sa chemise, que l'hôtesse avait déboutonnée en tentant de le sauver. De là sortait un bout de chair verdâtre. J'ai soulevé plus haut. Son cou était parsemé de sang séché. Enfin, j'ai fini par totalement retirer le drap. Je me suis immédiatement retenue de hurler. La tête de Molineux était tournée vers le hublot, comme pour regarder le paysage. J'apercevais son visage dans le reflet du plexiglas. C'était bien là le visage d'Amor, pâle, desséché, bouche entr'ouverte. Toute vie avait quitté son corps, sauf dans ses yeux. Il bougeait. J'ai regardé le reflet pendant plusieurs secondes pour en être sûre. Au centre du masque mortuaire, ses deux pupilles gigotaient, comme s'il observait quelque chose dans le ciel à travers le hublot. Une femme assise de l'autre côté de l'allée me fixait, avec dans son regard plus de dégoût que de peur. Je crois qu'il a bougé, ai-je balbutié. Ses yeux, je crois qu'il n'est pas... Avant de pouvoir finir ma phrase, j'ai senti mon estomac chuter de 3 mètres avec le reste de l'avion. Les gobelets et les sacs à main se cognaient contre le plafond. Un homme près de la première classe était sur le point de voler hors de son siège. Les lumières de l'avion s'allumaient dans tous les sens pendant que les passagers,
confus et paniqué, se faisait secouer dans tous les sens. Chers passagers, regagnez vos sièges et attachez-vous. Annonça le pilote avec un soupçon d'angoisse dans sa voix. Il n'y a aucun orage ou autre avion à l'horizon. Nous ne sommes pas certains de l'origine de cette turbulence. Celle-ci devrait s'arrêter dans quelques minutes. Je me suis forcée à regarder Molineux. Les turbulences ont dû le bouger pour qu'il cogne sa tête contre le siège devant lui. Pourtant, son visage était toujours tourné vers le hublot. Son cou était tellement retourné que j'avais peur qu'il se soit brisé. J'ai une fois de plus jeté un coup d'œil à ses mains pâles. Plusieurs personnes ont été témoins de sa mort. Ça ne pouvait pas être une erreur. Malgré ça, ses yeux continuèrent de trembler de gauche à droite. J'ai déjà entendu parler des spasmes cadavériques, de poulets sans tête courant dans tous les sens et autres réflexes post-mortem. Mais les yeux, c'était du jamais vu. J'ai tenté d'ignorer le reflet des horreurs pour me reconcentrer sur le ciel lui-même. Il était toujours aussi sombre, sans lune et sans nuages, mais l'atmosphère avait changé. Une couleur étrange se présentait, un vert très foncé, comme de la purée de pois. J'ai cru apercevoir des formes danser à l'intérieur, mais c'était probablement une illusion d'optique. Je me suis reculée. Dans l'avion, l'ambiance était apocalyptique. Les stewards couraient dans tous les sens pour aider les passagers, malgré leur propre manque d'équilibre. L'avion tout entier tremblait comme un tonneau dans des rapides. Une série de tremblements jeta le haut du corps de Molineux d'avant en arrière, tel un pendule inversé. Il se fit balancer en arrière, puis vers moi, et enfin collé à la fenêtre. C'en était trop pour moi. J'ai défait ma ceinture, sauté hors de mon siège pour m'enfermer dans les toilettes. Je préférais rester recroquevillé là-bas pendant le reste de ce maudit vol, plutôt que de rester une minute de plus à côté de Molineux. Mon plan fut efficace environ une demi-heure. J'entendais les messages du personnel, le gémissement du moteur de l'avion et le grognement du ciel. J'essayais tant bien que mal de me calmer en imaginant les gratte-ciel de New York et un atterrissage tranquille à l'aéroport JFK. Mais je me suis soudain rappelé de la fenêtre de Molineux, avec son visage écrasé contre le hublot, ses yeux vitreux observant la nuit. La voix du pilote me ramena à la réalité. Il était maintenant terrifié, et le micro ne cessait de se couper. Nous avons une météo extrêmement anormale. Et regagnez tous vos sièges en position d'urgence. Immédiatement. Une dépressurisation. Les turbulences se sont arrêtées pendant 4 ou 5 secondes, jusqu'à ce que... Soudainement, je me suis sentie comme dans une machine à laver. Je me suis fracassée contre les murs des toilettes avant de tomber au sol. J'ai à peine pu ouvrir la porte avant de ramper vers l'allée. Les 3 hôtesses de l'air étaient à terre, accrochées au siège. Certains compartiments à bagages s'étaient ouverts et crachaient des valises. Certains passagers étaient en larmes, d'autres priaient. Et avec tout ça, l'avion continuait de trembler. J'entendais une suite de petits coups au-dessus de ma tête. Toutes les canettes de soda avaient explosé. J'ai grimpé sur mon siège, me suis attachée en vitesse, oubliant même l'horreur de Molineux. Il était toujours assis sur son siège, se faisant secouer d'avant en arrière comme un drapeau en pleine tempête, frappant le hublot avec son front tellement fort que le plexiglas rebondissait. Même si c'était supposément impossible, j'avais peur qu'il brise la fenêtre. Alors j'ai tenté de l'arrêter en l'attrapant par les épaules, malgré ma terreur. Encore et encore, sa tête frappait la fenêtre. Je commençais à croire que ses mouvements n'étaient pas dus seulement aux turbulences. Personne d'autre ne voyait ça. Certains passagers essayaient d'aider le steward blessé, tandis que d'autres marmonnaient des messages d'adieu au téléphone. J'entendis quelque chose craquer derrière moi. Je priais pour que ce soit le crâne de Molineux et non la fenêtre. À l'extérieur, le brouillard vert semblait vivant, avec des formes tournoyantes. Une nouvelle explosion. Cette fois, pas de canette, mais de l'oxygène pressurisé s'échappant dans le ciel. Molineux avait réussi à briser les 2 hublots avec un dernier coup fatidique. L'alarme sonna dans la cabine et une pléthore de masques à oxygène tombèrent du plafond. Pendant que j'installais le mien, j'entendais des hurlements. Certains passagers tentaient désespérément de donner un masque au steward évanoui, mais l'avion tremblait de plus en plus violemment et des débris s'envolaient des allées vers mon siège, vers le trou que le cadavre avait créé dans l'avion. Pour une dépressurisation. Oxygène limité, je tente une descente. Altitude tolérable. Difficile dans cette tempête. Ou cette chose. Que Dieu nous protège. Une fois m'être assuré que je pouvais respirer et que j'étais sans risque d'être aspiré à l'extérieur, j'ai regardé une dernière fois Molineux. J'ai repensé à ses yeux,
Ce regard de quelqu'un qui avait vu dans le ciel ce que nul autre n'a vu. Une chose capable de mettre l'avion en miettes. Je ne comprendrai probablement jamais le lien entre tous ces événements. Toutefois, je savais ce qu'il fallait faire. Je me suis avancée vers Molineux, et après avoir retiré ses mains froides et crispées, j'ai débouclé sa ceinture. Un horrible craquement se fit entendre, probablement le bruit de ses épaules se disloquant pour passer dans la fenêtre. Et en un instant, il était parti. Depuis le hublot, un vieil homme cadavérique disparut dans le noir de la nuit, vers le sombre océan plus bas. Je ne sais pas ce que tu as vu, mais peu importe ce que c'était. Va le chercher et laisse-nous tranquilles. Le brouillard verdâtre disparut quelques minutes plus tard, et l'avion descendit jusqu'à ce qu'on puisse respirer sans les masques à oxygène. Une armée de policiers et d'ambulanciers nous attendait sur le tarmac. Certaines personnes ont dû partir à l'hôpital, mais d'après ce que je sais, aucune blessure grave n'est à déclarer. Les enquêteurs ont conclu une anomalie météorologique qu'aucun autre avion n'avait vue ce soir-là. La fenêtre place 43A avait probablement été brisée par des débris volants autour de nous. Il est écrit dans leur rapport, un incident entraîna une dépressurisation de la cabine, causant la propulsion hors de l'avion du cadavre d'un passager mort plus tôt dans des circonstances différentes. Je pensais que les infos parleraient beaucoup plus de l'incident, mais je présume qu'au final, ça ne valait pas tant d'engouement. De plus, ni la compagnie aérienne ni les passagers ne souhaitaient revivre le traumatisme. Pour la majorité des victimes, tout ça n'était qu'un tragique accident, suivi d'une situation angoissante, sans plus. Je serai le seul à rêver pour le restant de mes jours des yeux de Molineux et ce qu'ils ont vu par-delà l'océan.